Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de recevoir à nouveau Jacques Sapir, qui vient nous présenter chacun de ses livres depuis des décennies, et j'en suis très très heureux. Cette année, nous parlons du grand retour de la planification avec un grand point d'interrogation. Jacques, tu as la parole. Ensuite, si tu veux bien, tu répondras à nos questions. Merci beaucoup. Donc, d'abord, merci à tous d'être venus m'écouter. Alors, effectivement, ce livre, qui est sorti au mois de juin, qui a déjà maintenant un beau succès, en tous les cas d'estime, hein, j'ai toujours pas mes chiffres devant, c'est pas très important, mais visiblement, il a été assez bien reçu. Alors, ce livre, il est le produit, d'une certaine manière, de la crise Covid. Intellectuellement, oui, on va dire, parce que la planification... bon, vous savez que le président Emmanuel Macron a décidé, en septembre 2020, de recréer un haut commissariat à la planification. Bon. Mais c'est surtout parce que, dans le cours de la crise Covid, on a découvert le fait de faire des conférences en visioconférence. C'est pas très sympa, mais ça fonctionne. En particulier avec la Russie, on en a fait plusieurs, à l'invitation de l'Académie des sciences. Et dans une de ces conférences, on avait posé la question de la planification. J'ai fait un petit exposé, et j'ai un collègue américain, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est Jamie Galbraith, qui après me met pour elle, il me dit, il faut absolument que tu développes ça, que tu en fasses un livre, parce que tu as apporté des choses qu'on ne connaissait pas. Bon, je fais un peu, et puis finalement j'ai décidé effectivement d'en faire un livre. Alors, ce livre, il a été conçu essentiellement pour tenter de comprendre et d'expliquer, et c'est pas la même chose, qu'est-ce que c'est que la planification en économie capitaliste. J'ai d'emblée décidé de ne pas traiter de la planification soviétique, que j'ai beaucoup traité dans ma carrière en réalité, ni des débats autour de est-ce qu'une économie centralement planifiée peut survivre, etc. Parce que ça, je pense, c'est important, bien sûr, mais ce n'était pas le sujet dont on parlait et le sujet qui me semblait important aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toute une série de pays, on se pose la question du retour de la planification, mais conçu cette fois-ci en articulation avec une économie, avec des marchés, ou disons, un modèle de planification qui ne se substitue pas au marché, mais qui vient soit combler les limites des marchés, soit orienter directement un certain nombre de marchés. Alors, ces expériences de planification, il y en a en fait pas mal. Et on oublie un peu que dans les années 60, des collègues américains de l'époque, Charles Kindleberger, entre autres, qui est un économiste très 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 connu, ils avaient publié un livre sur la planification. Il y avait un chapitre qui évidemment traitait de la planification du système soviétique, mais tout le reste était consacré aux planifications des pays capitalistes. Et à l'époque, ils étaient extrêmement élogieux par rapport à la planification française. Donc, en fait, c'était un petit peu cette expérience que je voulais reprendre, analyser et peut-être diffuser un petit peu. Alors, cette expérience, d'où vient-elle et comment tenter de la comprendre? D'abord, d'où vient-elle? Clairement, elle vient de la guerre 14-18. La guerre de 1914-1918, c'est la grande matrice dont la planification... D'ailleurs, même chose pour la planification soviétique, mais dont toutes les idées de planification sont en réalité... Alors on me dira, oui, mais il y avait déjà beaucoup de débats sur la planification. Il y avait Marx, oui, d'accord. Mais Marx et les économistes qui étaient en contradiction ou en complément par rapport à ce que Marx disait, Marx et Engels disaient, ne connaissaient absolument rien à l'organisation économique des pays.
C'était des gens qui travaillaient au niveau très théorique. Bon. Et là, pour le coup, on est confronté, enfin les pays qui sont en guerre, ou qui vont rentrer dans la guerre, sont confrontés à la nécessité de réorganiser leur production pour faire face, justement, aux impératifs de la guerre. Et on voit immédiatement 3 modèles qui émergent. Il y a un modèle extrêmement centralisé, en fait, c'est le modèle allemand. Et le modèle allemand, il démarre très vite, dès août 14. En fait, le mémorandum que Walter Rathenau, qui à l'époque est le patron d'AEG, qui deviendra un homme politique pendant la guerre et après-guerre. Bon. Le mémorandum qu'il envoie au gouvernement de Prusse, parce que c'est le gouvernement de Prusse qui a la haute main sur l'armée et la diplomatie, il date de 3 jours après la guerre. Et il explique, avec sa connaissance industrielle, que l'Allemagne va être confrontée à un blocus franco-britannique, que ça va être extrêmement grave, parce qu'il y a toute une série de matières premières qui ne pourront pas passer, qu'il va donc falloir produire des substituts à ces matières premières, et qu'on ne peut pas confier ça au marché, il faut effectivement une organisation. Et le gouvernement allemand, d'ailleurs, dit oui très vite. Hein. Il a une réponse positive quelques jours après son mémorandum, et 2 semaines après, il est nommé à la tête du comité aux approvisionnements. Alors, je ne parle pas l'allemand, je ne vous le dirai donc pas en allemand, mais je vous donne l'acronyme, c'est le KRA, qui d'emblée va être sous une double tutelle du gouvernement et de l'état-major. Et à partir de là, va se constituer un mécanisme de planification. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ce mécanisme de planification est très extensif. Ils ont même voulu à un moment donné planifier l'agriculture. Et quand je dis planifier, en fait, c'est collectiviser. L'agriculture allemande, alors évidemment, il y a les grands propriétaires allemands qui disent non, vous n'êtes pas fous, là, bon, etc. Bon, donc ils ont un petit peu reculé, mais on sentait bien qu'il y avait ce type de poussée. Mais surtout, ça va être quelque chose très lié à l'État impérial. Et d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui explique pourquoi ça n'a pas eu de suite en Allemagne. En effet, avec la défaite allemande en 1918, l'Allemagne, d'une certaine manière, s'écroule sur un certain nombre de points, et la planification va avoir une très mauvaise image en Allemagne, parce qu'on dit, voilà, vous nous avez imposé toute une série de contraintes, et ça n'a pas permis de gagner la guerre. Bon, la planification n'était pas réellement responsable, ça c'était un autre problème. Le deuxième point qui est extrêmement important, et qui est très souvent passé de côté, c'est l'antisémitisme qui régnait dans la société allemande. Or, les grands responsables de la planification allemande étaient tous des juifs. Alors, on peut dire, oui, c'était des juifs très assimilés. Rathenau, lui-même, qui était juif, n'avait pratiquement aucun lien avec la communauté juive. Néanmoins, l'antisémitisme et l'antisémitisme meurtrier de l'immédiate après-guerre en Allemagne va avoir un impact. Et ce qui fait que les socialisants ne voudront pas reprendre ce thème, à la fois parce qu'ils disent « oui, mais quand même, ça a une mauvaise odeur, ça a l'odeur de la guerre », et la droite ne voudra pas en disant « ah oui, mais c'est les juifs ». Et on a ça, et ça joue vraiment. Il y a un deuxième modèle, qui est le modèle russe. Et là, c'est très intéressant. C'est une planification depuis la base contre le gouvernement. Autant le modèle allemand, bon voilà, c'est quelqu'un qui s'adresse au gouvernement, le gouvernement dit c'est une bonne idée, allez-y, faites-le, mais bon, on le fait dans un cadre très hiérarchique, bon, etc. En Russie, la planification démarre parce que une partie des industriels russes, en particulier ceux qui sont autour de Moscou et de Nijni Novgorod, donc pas la très grande industrie
qui est autour de Saint-Pétersbourg, rentre en conflit avec le gouvernement en disant vous êtes tous une bande d'incapables, vous êtes incapables d'organiser la logistique, vous êtes incapables d'organiser le fonctionnement de l'économie en temps de guerre, nous on sait faire et on va le faire. Et le gouvernement tsariste d'abord dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, puis après il dit il va bien falloir négocier avec eux parce que ces gens-là représentaient en fait une grosse partie du tissu économique russe. Mais on voit bien qu'il y a une tension très forte. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que à partir de 1916-1917, avant même la Révolution, ça commence à dériver vers le modèle soviétique. Et donc, c'est un point important. C'est moins la prise de pouvoir des bolcheviks qui permet la planification que la planification qui permet l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Si vous voulez. Moi, j'inverserai un petit peu la causalité, car on voit déjà qu'il y a tout un système d'institutions qui est mis en place à l'hiver, automne et hiver 1916-1917, donc bien avant la Révolution. Et puis on a un troisième exemple, qui est un exemple de coopération entre l'administration et le secteur privé, et c'est l'exemple français. Et cette coopération, elle va très loin, d'ailleurs, parce que on a évidemment des administrateurs, on a des hommes politiques, le plus connu c'est Albert Thomas, hein, c'est ce socialiste pacifiste qui est devenu le tourneur en chef des obus dans l'industrie française, qui était appelé, mais c'est tout à fait vrai, parce qu'il jouait un rôle extrêmement important dans l'organisation de l'économie de guerre. Mais on a eu aussi des gens, alors certains venaient de la politique et du centre droit, centre gauche, bon, et d'autres venaient de l'industrie, comme François Le Hideux, qu'on va retrouver après sous Vichy, qu'on va retrouver après la guerre en tant que directeur de la société Ford de France, hein, de Ford SAF. Bon. Et ces gens vont penser une forme de coopération entre les services de l'État et le monde du privé, le monde de l'industrie et privé, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler ce qui se passe au même moment dans l'armée. Pourquoi l'armée française a-t-elle été ce foyer d'innovation qu'elle a été à partir du déclenchement de la guerre, 1914. Très simple. Il y a toute une série d'ingénieurs, de gens qui avaient des petites entreprises, qui sont rappelés comme réservistes, comme officiers. Puisqu'en règle générale, vous sortiez d'une grande école d'ingénieurs, que ce soit Polytechnique, Centrale, les ponts et chaussées, etc. D'emblée, vous faisiez très rapidement fonction d'officier. Et qui disent au commandement, attendez, ça va pas. On peut faire mieux, plus simple, plus efficace, plus moderne. Et, chose importante, à l'époque, le gouvernement les écoute. Et l'armée, l'état-major, les écoute. Je vous donne un exemple très simple. Un des principaux ingénieurs de chez Peugeot, il est donc mobilisé en août 14, et 2 semaines après le début de la guerre, il demande à voir le général Gallieni, qui va commander le camp retranché de Paris, et il lui dit, mon général, mais c'est n'importe quoi, on a aujourd'hui possibilité avec les voitures automobiles d'avoir une bien meilleure mobilité qu'avec les chevaux. Moi, je peux vous sortir par les usines Peugeot en 10 jours une vingtaine de voitures blindées avec une mitrailleuse. Et Gallieni dit, faites-le. Et c'est le début des automitrailleuses, puis des chars, bon, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des gens qui, à un moment donné, demandent à voir leur supérieur. Il y en a un supérieur, écoutez, non, là, ce qu'on fait, ça ne va pas. Mais nous, on a une expérience du terrain, on a une expérience de l'industrie, et évidemment, l'armée s'intéresse à ça, et dit, mais il faut organiser ça. C'est très bien, mais il faut maintenant l'organiser. Et c'est
comme cela que se met en place ce type de planification. Alors, oui, la planification allemande va être mise hors jeu pour des raisons conjoncturelles propres à la société et à la politique allemande. Bon. Ce qui se passe en Russie de 1914 à 1917, ça devient autre chose. Mais l'exemple français va avoir un immense impact sur les États-Unis. Parce que les Américains, quand ils rentrent en guerre, début 1917, ils n'ont pas d'armée. Alors, ils décident de mobiliser, mais c'est très bien d'avoir des hommes mobilisés. On les arme comment? Ah oui, on achète des licences. Et les licences, elles ne deviendront opérationnelles qu'en 1918. En fait, le matériel produit aux États-Unis, il commence à arriver sur le front à partir de mai-juin 1918. C'est l'industrie française qui équipe l'armée américaine. Et ça, alors les Américains, à l'époque, ne l'oublient pas, sont extrêmement impressionnés. Et de la même manière qu'il y a toute une série de généraux américains ou de futurs généraux américains qui vont voir leurs collègues français et qui vont essayer des choses, en particulier les chars, Patton va être détaché par le commandement américain auprès de la fameuse artillerie spéciale de l'armée française. C'est comme ça qu'on appelait les chars à l'époque. Bon, et il va commander un bataillon de chars français. Et toute une série de généraux se disent « mais ce que font les Français en matière de planification et d'organisation industrielle, c'est hyper intéressant. » Alors ils vont tenter de mettre en place un système équivalent aux États-Unis, mais surtout, une fois que la guerre est finie, ils disent « il faut qu'on conserve cette expérience ». Et ils vont créer le War Mobilization College, qui va être l'organisme qui va maintenir vivante cette mémoire de la planification en temps de guerre pendant toutes les années 20 et toutes les années 30. Le thème de la planification disparaît un peu dans les années 20-30. Évidemment, il ressort du côté soviétique, mais ça c'est une autre histoire. Et il commence à repartir à partir de la deuxième moitié des années 30, parce que, d'abord, il y a les conséquences de la crise de 29, et on se dit, il y a quand même là, alors je vais utiliser des mots contemporains, pas comme ça que les gens à l'époque disaient, mais il y a un échec de marché évident. Bon, c'est comme ça qu'on le dirait aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a surtout l'idée de dire, oui, mais avec ce qu'Hitler est en train de nous préparer, on ferait peut-être bien de nous préparer nous aussi. Et là, de manière assez intéressante, les Français passent complètement à côté du truc. Mais complètement. En fait, le seul homme politique qui porte cette idée de planification, c'est Pierre Mendès France, déjà. Et alors, vous savez, en 1938, il y a une deuxième tentative de gouvernement Léon Blum. Et dans ce gouvernement, qui aura l'investiture à la Chambre, mais qui ne l'aura pas au Sénat, et qui donc sera mort-né, de fait, compte tenu des pouvoirs qu'avait à l'époque le Sénat, Mendès France est ministre de l'économie. Et avec son chef de cabinet, Georges Boris, il présente un programme de planification pour sortir la France de manière définitive de la dépression de l'après-1929 et pour préparer l'économie française au conflit. Il est d'ailleurs en même temps le premier homme politique français à faire nommément mention de Keynes dans le discours qu'il fait devant le Parlement, devant la Chambre. Bon, le gouvernement n'a pas l'investiture, donc ça retombe, etc. Mais c'est pratiquement la seule chose. Aux États-Unis, il y a une combinaison entre l'état d'esprit
des gens qui entouraient Roosevelt, des partisans du New Deal, et cette continuité d'une Mobilization War College, qui va donner l'organisation de l'économie américaine dès 1940, car les États-Unis ont commencé à passer à une économie très organisée dès 1940, en fait, et avec de l'argent français, un peu britannique, mais essentiellement de l'argent français, parce que la France a acheté énormément d'armements, et à partir de là, ils se sont... Les Britanniques vont le faire aussi. Et ce qui est intéressant, les deux pays qui avaient été au cœur de la guerre de 14-18, la France et l'Allemagne, pour des raisons différentes, ne le feront pas. La France, je vous ai expliqué pourquoi, cette espèce d'isolement des gens qui pensaient à la planification, même s'il y avait certains parmi les néo-socialistes ou des gens de l'école polytechnique, le fameux groupe X-Crise qui avait commencé à réfléchir un petit peu là-dessus, et en Allemagne, parce que le nazisme est opposé à la planification par principe, si vous voulez. Planification qui, là, est ouvertement décrite comme une invention juive, etc. Et en fait, le système administratif nazi est une forme de féodalisme moderne, si vous voulez. On a des gens qui ont des pouvoirs qui ne dépendent que du Führer et qui passent leur temps à se tirer dans les pattes les uns des autres et à chercher à développer leur principauté ou leur royaume vivant le plus possible. Donc dans un système de concurrence interne et qui aboutit à des choses qui sont économiquement absolument inefficaces. Donc l'Allemagne dépense beaucoup d'argent, elle monte en puissance à partir d'un moment, mais dans une inefficacité. Les États-Unis, eux, ça va être remarquablement efficace. Et après la défaite de 40, l'idée de la planification retrouve des couleurs à la fois dans la France de Vichy et dans la France libre. Et c'est ce qui va être en fait l'origine de la planification française. Dans la France de Vichy, il y a un certain nombre de responsables de Vichy qui sont obligés de penser à la planification, ne serait-ce que pour faire face aux prélèvements que l'Allemagne fait sur l'économie française. Il faut savoir que ces prélèvements représentaient à peu près 20% du PIB de la France et 8% du PIB de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'économie française a pratiquement représenté presque 1/10 de l'économie allemande. Et ça avait un tel poids qu'il fallait, d'une certaine manière, contrôler et organiser l'économie pour que l'économie ne s'écroule pas sous cette pression. Bon, donc, il y a ce qui se développe. Et évidemment, dans la France libre, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Alors, qui réfléchissent très théoriquement, jusqu'au moment où, s'étant évadé de la prison-hôpital où il était détenu, vous avez Mendès France qui arrive à Londres, que le général de Gaulle veut immédiatement avoir auprès de lui, qui lui dit non mon général, et qui va pendant 5 mois aller se battre dans la RAF, qui à la fin de son tour d'opération est ramené de force par des policiers militaires français voir le général de Gaulle. L'histoire, et ça m'a été confirmé par la fille de Mendès France. Elle dit mon père descendait de l'avion, il était attendu par 2 policiers militaires français qui l'ont embarqué dans une Jeep, il était encore en tenue, qui l'ont amené à Londres il a fait donc comme ça les 80 km qui séparaient son aérodrome de Londres. Il voit le général de Gaulle et le général de Gaulle l'accueille. Alors vous vous êtes bien amusé? Voilà. Bon. Donc, Mendès France devient haut commissaire aux finances, à l'économie et aux finances.
dont le gouvernement provisoire constitué à Alger. Et là, immédiatement, il repose la question de la planification. Et il retrouve Georges Boris, et lui dit de venir auprès de lui. Donc il reconstitue le temps, il commence à reconstituer. Dans une atmosphère où les communistes ne sont pas pour, parce que les communistes disent, ah oui, il ne peut y avoir de planification qu'après la révolution socialiste. Donc tout ce qui est fait dans le régime capitaliste, c'est pas bon. Bon, ils vont un petit peu changer quand même de position parce qu'ils se rendent compte que la planification est en train de devenir un tel sujet en France qu'ils ne peuvent pas se permettre de passer à côté. Mais ils le font vraiment à reculons, contraints et forcés. Bon. Et puis, il y a les Français, entre guillemets, libres, plutôt pro-américains, mais qui, eux, sont en contact avec les planificateurs américains. Jean Monnet. Et Jean Monnet noue des liens d'amitié réels avec le responsable de la planification américaine, qui s'appelle Maurice Nathan. Et il commence, et Mendès France, très pragmatique, même s'il peut s'engueuler avec Monnet sur toute une série de terrains, fait appel Monnet pour dire voilà, parce que toutes les liens, il est très clair, si une planification se met en place en France, vu l'état économique de la France en 1944, ça ne pourra pas se faire sans l'aide américaine. Donc, M. Monnet, vous connaissez bien les Américains, est-ce que vous pourriez négocier avec eux, ceci, cela? Bon, donc, il y a des relations qui se nouent entre les deux hommes. Le gouvernement provisoire revient en France, bon, commence à s'étoffer avec la libération du territoire. Et alors, problème, il y a un gros conflit entre De Gaulle, les dirigeants socialistes, pas encore Blum, parce que Blum est prisonnier des Allemands, il ne sera libéré qu'à la fin de la guerre. Bon, il y a Auriol, il y a toute une série de dirigeants socialistes, autour de la question de la réforme bancaire, de la réforme monétaire et de la réforme bancaire. En fait, ce que voulait faire Mendès France, c'était confisquer une grosse partie de l'argent qui avait été réalisé dans le marché noir et par les BOF, les bureaux fromage. Bon. Et De Gaulle, qui n'est pas fondamentalement contre, à un moment donné se dit, oui, mais je ne peux pas avoir en plus ce conflit avec tous les conflits que j'ai à gérer par ailleurs. Et donc il dit à Mendès, non, on ne fera pas la réforme monétaire. Et là, Mendès, pas compris, oh, si c'est comme ça, vous porterez la responsabilité de la catastrophe financière qui viendra. Et il démissionne en octobre 1945. Ah, De Gaulle est très emmerdé. Parce qu'il comptait vraiment sur Mendès, sur ses capacités, etc. Et il fait le tour et il voit qu'il y a une personne avec qui Mendès travaillait, c'était Jean Monnet. Alors, De Gaulle a déjà pas une très très bonne opinion de Jean Monnet, il le trouve beaucoup trop inféodé aux Américains, il dit bon, on va faire avec ce qu'on a. C'est aussi le pragmatisme des gens de l'époque. Hein. Et je signale que Mendès France avait demandé et obtenu que les administrations de Vichy qui s'occupaient de planification ne soient pas purgées. C'est-à-dire qu'il a repris la totalité des fonctionnaires de Vichy. Et il propose à Monnet de devenir le commissaire général au plan. Monnet accepte et il lui signe sa lettre de mission, etc., quelques jours avant que lui-même démissionne du gouvernement au début de 1946. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se... Première chose importante à retenir, la planification, c'est une réaction à ce que j'ai appelé des faillites de marché. Deuxième chose, la planification, c'est une capacité de mobiliser les moyens existants face à des objectifs clairement définis. Ça, c'est très important. Donc ça c'est ce qu'on peut retenir un petit peu. Troisième chose,
pour faire fonctionner un système de mobilisation et de planification, il faut être pragmatique. Et le cas de la France en donne un exemple évident. Quatrième point, c'est qu'on voit bien que la planification peut jouer un rôle décisif dans le retour à la souveraineté d'un État. Alors, France est très claire. Et j'ai dépouillé les archives de Jean Monnet sur 45, 46, 47. Il y a des choses extraordinaires. Par exemple, comment Monnet se comporte en chef de guerre par rapport à l'Allemagne et à l'Autriche occupées. Il n'est pas du tout sur une position européenne. C'est l'Allemagne paiera et je vais m'en donner les moyens. Et il écrit au commissaire de la zone d'occupation française, celle en Allemagne et celle en Autriche, vous allez me fournir tant de milliers de tonnes de bois pour la reconstruction des houillères en France, etc. Il donne des listes, quitte aux gars de se débrouiller pour les obtenir. Alors, bien sûr, il y a le contexte de l'époque, mais vous voyez, c'est pas du tout le Monnet des années 50 tel qu'on connaît. On va retrouver ces 4 idées dans les 2 expériences que je traite, qui sont l'expérience de l'Inde et l'expérience du Japon. Alors c'est très intéressant parce que dans le cas de l'Inde, on voit bien à quel point la planification est liée à la souveraineté de l'Inde et en fait à l'indépendance. Car la question de la planification de l'économie indienne, elle est posée dès 1934, l'indépendance c'est 1948, et dans une perspective de séparer l'économie de l'Inde de l'économie britannique, de permettre à l'économie de l'Inde de fonctionner séparément et d'avoir sa propre logique de développement par rapport à l'économie britannique. Point intéressant, le départ, c'est pas un homme politique de gauche, c'est un très grand ingénieur. Visvesvaraya, et d'ailleurs il est mort à 99 ans. Son jour anniversaire est aujourd'hui la fête des ingénieurs en Inde. Car il a, dans les années 1910-1920, réalisé toute une série de grands travaux, il a dirigé et réalisé toute une série de grands travaux, c'est un très 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 grand administrateur et un très grand ingénieur. Il a occupé des fonctions chez un des Maharajas de l'époque, puis il est parti dans l'industrie privée, il va devenir le vice-directeur de Tata Steel, et il continue d'écrire sur la question de l'indépendance indienne. Et il va sortir un livre sur l'économie planifiée de l'Inde. Pourquoi l'économie de l'Inde doit être planifiée avant l'indépendance et surtout après l'indépendance. Ce que dit cet homme va être immédiatement repris par l'aile gauche du Parti du Congrès, qui va constituer au sein du Parti du Congrès un comité de planification. Et l'idée, c'est vraiment de dire, on va séparer l'économie indienne de l'économie britannique, et on va pouvoir ainsi avoir notre base économique de l'indépendance en même temps que nous aurons la base politique sur laquelle nous nous battons, etc. Troisième source, les industriels indiens eux-mêmes, qui, en 1944, proposent leur propre projet de planification. Même chose, ces industriels sont en réalité des combattants de l'indépendance. Alors, c'est pas les gens de gauche, bien sûr, quoique pour certains, c'est un peu plus compliqué, et il y a des, je dirais, des points de contact. Mais ils se rendent bien compte que, avec un État de la taille de l'Inde,
cet État ne pourra être réellement indépendant que s'il se dote d'une industrie, et il ne pourra se doter d'une industrie qu'au travers un système de planification. Et quand l'Inde devient indépendante, eh bien c'est Nehru qui va faire la synthèse de tout cela. Et qui va reprendre les idées d'avant-guerre, reprendre les idées des industriels, proposer à tous ces gens de se retrouver. Alors notre Visvevaraya, qui doit à l'époque avoir 80 ans, ou 78, enfin bon, en 48, va coprésider le premier comité de planification de l'Inde indépendante, évidemment, avec beaucoup de respect, bon, etc. Mais il y a d'autres très grands intellectuels indiens. Il y a le grand astrophysicien indien, alors évidemment il y avait toutes ces études en Grande-Bretagne, à Cambridge, mais qui était une des sommités mondiales de l'astrophysique, Raghunath Sena, qui va être aussi dans ce comité. Donc, il y a là une forme de conjugaison des forces autour de la question de l'indépendance, et cette conscience très nette et qui va bien au-delà des frontières partisanes, c'est-à-dire on ne pourra avoir une Inde indépendante que si on a une forme de planification, une forme, parce que même Nehru dit, il n'est pas question de planifier complètement l'économie indienne, loin de là, le marché a toute sa place, etc. Mais il faut une forme. Et on voit bien qu'à travers cela se développe une logique de développement et une logique de construction de l'économie indienne qui est assez efficace. Et aujourd'hui, vous avez un des grands économistes du développement, Danny Roderick, qui a fait un papier pour dire les succès de l'Inde de Modi sont en fait basés sur la planification. Et on voit que alors le comité au plan a été supprimé en Inde en 2006-2007. Et donc vous voyez que de 1948 à 2007, c'est l'une des expériences de planification les plus longues. Il n'y a que la Chine. Elle est même plus longue que dans le cas soviétique. Troisième cas, le Japon. Là aussi, c'est très intéressant. Parce qu'au Japon, on a un rapport particulier avec le capitalisme. Le développement de l'économie capitaliste n'est pas vu comme une fin en soi, c'est vu comme un instrument. Rappelez-vous le slogan de la période Meiji, hein, c'est « une économie forte pour une nation forte ». Et ça va rester une forme permanente. En fait, ce sont des fonctionnaires, ce qu'on appelle au Japon des bureaucrates, mais ce n'est pas du tout péjoratif, c'est des gens qui ont des capacités et une expérience de l'administration d'État, qui sont plutôt dans l'administration des territoires annexés par le Japon. De la Mandchourie, de la Corée, etc. Qui vont développer cette idée de planification. Et certains vont continuer après la défaite japonaise et après la guerre. Alors, pour le plus célèbre d'entre eux, Kishi, Nabusuke Kishi, va faire 6 mois de prison comme criminel de guerre. Il n'aura jamais de procès. Il va être libéré par les Américains, donc je vous dis, au bout de 6 mois. Et immédiatement, il va d'un côté reconstituer toutes ses relations dans les milieux d'affaires et travailler à la constitution du grand parti de droite japonais en organisant la fusion du parti libéral et du parti démocrate qui vont fusionner ensemble et où il va être le faiseur de roi pendant plusieurs années avant de devenir lui-même premier. Donc il a une influence extrêmement importante. Petite parenthèse. Nabusuke Kishi est le grand-père de Abe.
Et si vous regardez une partie des Abenomics, vous trouvez leur origine dans la politique de Nobusuke Kishi de 1958 à 1961. C'est extrêmement intéressant de voir les formes de continuité. Donc, alors, l'économie du Japon se développe de toutes les manières dans un cadre assez organisé, mais le comité au plan est créé en 1956 et il va se développer avec des méthodes d'organisation particulières et il va aboutir à ce grand succès de l'économie japonaise qui est la période d'or de l'économie japonaise et grosso modo de 1959 à 1971-1972. C'est là où vous avez la plus forte croissance du Japon. Ce qui m'amène ici à faire une remarque. Cette planification en économie capitaliste, traditionnellement en économie, on l'appelle une planification indicative. Bon. Quand vous regardez, que ce soit en France, que ce soit en Inde, ou que ce soit au Japon, vous dites, oui, bien sûr, on n'a pas à remplacer le marché. Et c'est en ça qu'elle est très différente de la planification soviétique. Il n'y a pas l'équivalent, non pas du Gosplan, mais du Gostsen, qui était beaucoup plus important que le Gosplan. Le Gostsen, c'était le comité d'État qui fixait les prix. Bon, quand je suis arrivé quand je suis revenu plutôt en URSS en 88, bon, j'ai commencé à travailler, et j'ai été au Tsemi de l'époque, et on m'a montré les livres du Gostsen qui étaient publiés tous les 2 ans. C'était tellement lourd qu'ils ne pouvaient même pas faire une édition annuelle. Il leur fallait vraiment 24 mois. Et vous aviez 12 volumes de 500 pages. À chaque page, c'était tel produit, c'est ça, la qualité supérieure, ça sera tel prix, tel prix, tel prix, tel prix, tel prix. Et je dis, mais attendez, vous savez comme moi que c'était pas réellement suivi. Et vous savez comme moi, parce que moi j'avais lu les textes qu'écrivaient les économistes soviétiques, que un an après la sortie des annuaires, il y avait déjà 30% des produits qui n'étaient plus au prix qui était fixé. C'est pas grave, c'est pas grave. À tous les cas, pour les gens du Gostsen, ils faisaient leur travail. Donc voilà, il y avait ça. Bien. Bon, on n'est pas dans cette logique-là. Mais parler d'une planification indicative est un énorme mensonge. En réalité, il y a des mesures directives et des mesures coercitives. Alors, très bel exemple, le cas du Japon. La mesure coercitive, ça passait essentiellement par les allocations de devises données aux entreprises. Vous ne voulez pas suivre les objectifs du plan, vous n'aurez pas l'allocation de devises. Vous allez dans les directions du plan, vous aurez les allocations de devises. C'est aussi simple que ça. Et ça a évidemment un impact. Mais ça peut être aussi, dans le cas de la France, la réunion des différents comités de planification. Parce que, quand même, il faut toujours se rappeler une chose. Le haut comité, le haut commissariat de M. François Bayrou actuellement, là, 200 personnes. 200 personnes. Pour faire un travail qui est déjà fait par France Stratégie. Alors, je ne dis pas que les études qui ont été faites par le Haut Commissariat au Plan ne soient pas intéressantes. Ils ont fait quelques études qui sont très bonnes sur la réindustrialisation, sur la question de la démographie, des perspectives démographiques françaises à 30 ans. Non, il faut. Mais ce n'est pas un travail de planificateur, c'est un travail de prévisionniste. Et il y a déjà France Stratégie qui fait le boulot. Bon. Le commissariat général au plan de Jean Monnet, c'est 20 fonctionnaires à temps plein, 50 fonctionnaires délégués. Point barre. Et
une dizaine de dactylos, et oui, à l'époque, on n'a pas les ordinateurs, donc faites confiance à des dactylos pour taper les textes. Bon, probablement aussi quelques chauffeurs. Et encore, il devait y avoir que le commissaire général et son adjoint qui devaient avoir une voiture de fonction. Tout ça, si vous voulez, ce sont des institutions très légères. Mais elles ont un pouvoir énorme. Pourquoi ? Parce que comme elles sont rattachées directement au président du Conseil, Premier ministre de l'époque, ça veut dire que quand Jean Monnet ou son successeur Hirsch envoie une lettre aux industriels et aux autres ministères sur le thème « Vous êtes convoqués pour une réunion de tel comité, tel jour à telle heure », les gens venaient. Les gens des ministères venaient parce qu'ils étaient obligés, parce que statutairement, le commissariat général au plan avait le droit de mobiliser les moyens des différents ministères. Ça, c'est extrêmement important. Mais ils venaient aussi parce qu'ils savaient que comme le commissariat au plan avait ce droit-là, et comme il contrôlait en fait une partie de l'allocation des finances, s'ils ne venaient pas, ben, ils risquaient de voir passer les trains des crédits et du financement devant eux. Donc ils venaient. Et donc, en fait, la planification française, c'était un petit appareil, si vous voulez, et des comités extrêmement performants, extrêmement puissants, où les gens venaient, je ne dis pas qu'ils venaient heureux et ravis, mais ils venaient parce qu'ils devaient venir, et parce qu'on avait les moyens aussi de les y faire venir. Alors il y a une catégorie de hauts fonctionnaires auquel ce système est toujours resté en travers de la gorge. L'inspection des finances. Et l'inspection des finances n'a jamais accepté la planification. Et elle a mené une guerre sans pitié contre la planification. D'abord, ils se sont bien fait casser le nez dans les années 50. Ils se sont bien fait casser le nez au début des années 60, quand De Gaulle est revenu au pouvoir. Bon. Et rappelez-vous le cas, c'était en 1966, où je crois que c'était Olivier Wormser, grand membre de l'inspection des finances, nommé directeur de BNP Paribas, de BNP, il n'y avait pas encore la fusion avec Paribas, qui à l'époque était une banque publique, hein, qui se permet des propos critiques sur la politique du gouvernement français, sur la question monétaire, dans une conférence à Londres. De Gaulle en est informé le lendemain matin. Il appelle Georges Pompidou vers midi. Il lui dit « Virez-moi ce guignol ». Et Wormser apprend par l'ambassadeur de France, un peu gêné, qui vient le voir dans sa conférence bancaire. Monsieur Wormser, vous n'êtes plus le président, ouais, vous avez... Ça a été fait en une journée. Bon, donc, l'inflation des finances, l'administration des finances était d'une certaine manière mise sous tutelle. Et vous en faites pas que l'exemple est resté. Hein. Quand je suis arrivé à Sciences Po, en 1971, prof d'économie en parlait encore. Ça faisait 4 ans, hein, même 5 ans. Il en parlait encore. Vous savez, dans la pratique gouvernementale française, quand vous êtes le patron d'une grande entreprise publique, vous ne pouvez pas vous permettre de dire tout ce que vous pensez. Bon, vous sentez bien que c'est un peu gêné. Et en fait, c'est quand Giscard d'Estaing a repris le ministère des Finances, puis après la mort de Georges Pompidou est devenu le président, que les choses ont changé, et qu'il, si vous voulez, il était lui-même un vrai représentant hein, de l'inspection des finances, et que là, pour le coup, l'inspection des finances a pu prendre sa revanche et a
démantelé l'administration du plan français, grosso modo, de 1974 à 81-82. Bon, les socialistes l'ont achevé, mais le démantèlement s'était produit en fait dans les années qui précédaient. Vous savez que Michel Rocard a été nommé ministre du plan, on lui a donné une sinécure, il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucun moyen d'action. Donc voilà. Maintenant, en conclusion, quelles sont les raisons objectives qui font que cette question de planification se repose aujourd'hui? J'en vois essentiellement trois. Alors, il y a une question qui est très conjoncturelle, la crise de la Covid. Oui, ça fait comprendre qu'il y avait toute une série de choses qu'on ne produisait plus, et ça a fait comprendre, d'une certaine manière, aux gouvernants qu'il y avait un vrai problème et que les échecs de marché massifs, ça existait. Bon, ils auraient regardé un petit peu la littérature économique, ça faisait 30 ans qu'on l'expliquait. Enfin, passons. Deuxième point, la transition énergétique. Et là, si vous voulez, c'est une évidence. Quand vous faites les plans des investissements nécessaires, vous voyez que ça va demander un niveau d'investissement tel qu'il va falloir un plan pour le faire. Et en fait, c'est grâce au plan que, de la fin des années 50 au milieu des années 60, le taux d'investissement et le taux d'investissement industriel français est monté régulièrement pour atteindre quasiment des niveaux japonais. On arrivait à certaines années à 27% du PIB. Vous voyez, c'est des choses extrêmement importantes. Troisième raison, c'est l'objectif de réindustrialisation. Là encore, si vous voulez, c'est dans l'air du temps, ça court un petit peu dans tous les milieux. Arnaud Montebourg l'avait mis en avant autour de son histoire de produire français. Bon. Et on comprend bien que si on veut réindustrialiser, ou à tout le moins arrêter la désindustrialisation actuelle, ça ne peut se faire qu'en combinant toute une série d'armes, d'instruments, et ça va impliquer une forme de planification. Et puis, je pense qu'il y a une quatrième raison non dite. Voilà, c'est mon imam caché de la soirée. C'est la question de la souveraineté. Quand on ne pense pas à la souveraineté, on n'a plus besoin de plan. Du jour où on se remet à penser la question de la souveraineté, même si ce n'est qu'un discours, même si ce n'est pas une pensée qui est réellement honnête, ou qui n'est que partiellement honnête, qui n'est que partiellement convaincue, ce n'est pas le problème. Mais dès que vous mettez le terme sur la table, on va vous dire, oui, mais il y a une telle complexité aujourd'hui de l'économie qu'un plan va devenir nécessaire. Et je pense que ce retour de la planification, au-delà des raisons objectives, et qui sont de très bonnes raisons objectives, je pense effectivement qu'on ne pourra pas faire les investissements de la transition énergétique sans planification. Ça j'en suis absolument persuadé. Bon. Mais au-delà de ça, c'est le retour de la souveraineté. Et c'est ça qui sera très probablement... Alors après, question, peut-être que Emmanuel Macron va dire « Ah non, finalement, je me suis trompé, la souveraineté n'est pas un problème ». On ne sait pas ce qui va se passer. Mais tant qu'il dira « Il faut construire la souveraineté française, certes dans la souveraineté européenne », qu'est-ce que c'est? Ça, c'est autre chose. Mais, bon, eh bien, il sera obligé de se poser la question de la planification. Je vous remercie. Merci Jacques, vous avez la parole. Je vous en prie. Raoul, vous venez animer le débat, s'il vous plaît, comme d'habitude. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Alors, je suis moi cette année étudiant en master à Nanterre, voilà. Mais je n'ai pas du tout une formation d'économiste, et c'est qui m'amène à poser cette question. J'en ai juste deux qui sont très simples. La première est plus théorique, la seconde pratique.
Alors de mémoire, je crois que le dernier commissaire au plan sous Mitterrand était peut-être, je crois, Jean-Baptiste de Foucault. Mais pourquoi il n'y en a-t-il plus eu après? Pourquoi en fait ont-ils cessé la planification à ce moment-là? Et le deuxième point dans lequel je voulais avoir votre avis, c'était par rapport aux lois de programmation des finances publiques qui je crois, ont été lancées sous Sarkozy. Est-ce qu'on ne voyait pas dans cette réforme, dans cette mesure, une sorte de remise un peu, une relance de la planification? Alors, des objectifs pluriannuels. Oui. Tout d'abord, en fait, on a supprimé le plan. Enfin, pourquoi Jean-Baptiste Foucault était le dernier? Bon, il n'avait plus que le nom. Il n'y avait plus de réalité depuis des années. Alors, c'est pas que les gens du plan en étaient contents, hein, loin de là. Moi, j'ai travaillé au plan. J'étais jeune chercheur. Hein. Je suis allé faire des études au plan. C'était sur, d'ailleurs, la transition, à l'époque, en Union soviétique, puisque ça a été en 1990-1991. Hein. Bon, j'ai passé un an, d'ailleurs, j'ai connu toute une série de gens. Mais ils me disaient, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien, on ne sert plus à rien. Ils en avaient profondément conscience. Donc, c'est pour ça, en fait, à un moment donné, les gens disent, voilà, il faut mettre la forme en cohérence avec le fond. Il n'y a plus de planification en France, donc il vaut mieux supprimer le Haut Commissariat. Ça, après, sur les lois de programmation, le problème de ces lois de programmation, c'est que ce sont des lois de programmation budgétaires. Autrement dit, elles sont toujours dans l'optique alors si ce n'est d'un équilibre budgétaire, ne soyons pas fous, d'une limitation du déficit. Et c'est ça qu'elles organisent, en réalité. Il n'y a plus ce qu'on appelait des programmes dans le cadre de la planification. Prenons par exemple la question du logement. Alors, vous savez tous, la grande crise du logement de l'hiver 54, l'abbé Pierre, etc. Et il y a une vraie, si vous voulez, il y a une vraie réaction de l'appareil politique français. Je dis, oh là, putain, ça prend un aspect de masse, les gens sont absolument indignés, ça aura des conséquences aux élections si on ne fait pas quelque chose, donc voilà, il faut faire quelque chose. Ils disent au plan, vous prenez la question du logement, bien du plan, regardez, on vous l'avait bien dit, il y avait un tel déséquilibre entre certains objectifs, de toutes les manières, on était obligé de le faire, et immédiatement, le plan réunit des industriels, alors des industriels du bâtiment, et des financiers. Et dit, voilà, comment on va financer? Alors voilà, on va faire des choses en béton, ce sera les futurs grands ensembles. Hein, bon, hein. On va les équiper, donc il va falloir produire des douches, des baignoires, etc. On voit tout ça. Comment on finance? Eh bien, ils ont mis en place le système de financement. Le crédit immobilier et les différents systèmes de financement. Et ils ont obtenu, parce qu'ils avaient l'autorité du président du Conseil derrière eux, et ils ont obtenu de la Banque de France et du ministère des Finances, et voilà, il y aura des obligations qui seront émises pour financer ce programme, et ces obligations pourront être rachetées par la Banque de France. Autrement dit, elles ont une liquidité parfaite. Et donc, les banques vont être intéressées à les prendre, puisqu'elles savent que s'il y a un problème de liquidité, elles peuvent automatiquement les revendre à la Banque de France. Ben, c'est comme ça qu'au bout du compte, on a construit 500 000 logements par an pendant plusieurs années. Et qu'on est sorti de la crise du logement. Aujourd'hui, si on atteint les 200 000 logements par an, c'est le bout du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces systèmes de financement. Et il n'y a plus, justement, ce cadre organisateur que donnait le plan. C'est typiquement un exemple. Guillaume, pour revenir au début de votre conférence, est-ce que le complexe militaro-industriel américain est-il
lointain héritier justement de cette planification copiée de la planification française. Est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué? Oui, c'est beaucoup plus compliqué, si vous voulez, parce que la forme qui a été copiée dans la planification française, c'était aussi d'utiliser des usines civiles à des fins militaires. Et c'est très visible dans la production automobile américaine. Elle va basculer sur de la production militaire, bon, etc. En fait, le véritable début du complexe militaro-industriel américain vient des progrès technologiques. Le complexe militaro-industriel américain se constitue autour de l'atome et l'électronique. Et on le voit par exemple, vous prenez le développement d'une firme comme Hughes Electronic. Bon, il y a aussi Hughes Aircraft, mais qui a été plutôt mineur par rapport à Hughes Electronic. Bon. Même chose. À un moment donné, vous avez des discussions. Alors, le grand truc de l'époque, c'était comment faire des chasseurs tout temps qui pourraient nous protéger d'éventuels bombardiers soviétiques. On était en 1948. Hein. Bon. Et Hughes, qui n'était pas encore devenu complètement fou, présente un projet au Pentagone. Il dit voilà, moi je peux ex nihilo concevoir et produire un radar en 5 ans. Un radar montable sur un avion, etc. Ouais, d'accord, faites-le. Et après, il y a des crédits massifs qui arrivent. Et à ce moment-là, la firme Hughes part dans une course à toujours plus de technique. Et évidemment, ça attire toujours plus les militaires, etc. Et c'est là où ça se construit. Mais donc, il faut faire très attention. Le complexe militaro-industriel, il est beaucoup plus lié à des révolutions technologiques qui ont lieu soit à la fin de la guerre, l'atome c'est évidemment, soit immédiatement après-guerre. Et c'est ça qui va donner... Alors que, en réalité, l'économie américaine revient à un fonctionnement normal très vite, et très rapidement, les usines civiles reprennent la production civile. Bertrand. Oui, deux choses. D'une part, les dirigeants de la planification sont de très bons théoriciens. Je pense à Pierre Massé. Pierre Massé, qui a été commissaire au plan dans les années 60, a écrit le plan ou l'anti-hasard, petit livre de poche, qu'on relit aujourd'hui avec énormément de profit. Quand on avait fait la motion à la NAR sur la planification, on avait commencé par relire ou lire le plan ou l'anti-hasard. C'était vraiment une réflexion tout à fait importante. Donc, de très bons théoriciens, de très grandes réflexions. Massé discute avec, tu le rappelles d'ailleurs dans ton livre, il discute avec les libéraux, avec von Mises, etc. Il y a vraiment une discussion de fond. Alors, deuxièmement, c'est une remarque comme ça, deuxièmement, il faudrait que tu puisses évoquer les questions de participation aux commissions, parce qu'on a l'impression que le plan, c'est des technocrates, dirigés par des ministres. Ils sont très peu. Alors qu'il y a les commissions du plan, et que dans ces commissions, on voit, il y a des syndicalistes, des industriels, etc. Alors, fais attention, il y a les commissions et les comités. C'est pas la même chose. Les commissions, effectivement, c'était plutôt des politiques ou des syndicalistes. Mais des gens, si vous voulez, qui étaient au pouvoir, ou qui avaient un impact sur le pouvoir. Bon. Ces commissions, elles ont plutôt un rôle de coordination et d'arriver à harmoniser les anticipations des agents. C'est là où tout le monde se réunit, enfin tout le monde, on se réunit. Et alors le point intéressant, c'est que, et ça s'est joué dans les 6 premiers mois de Monnet. Monnet arrive à faire de la présence dans une de ces commissions un objet de statut pour la personne.
Si vous voulez, on le voit très bien dans sa correspondance. Au départ, il dit, voilà, j'aimerais que vous veniez dans la commission, ou j'aimerais avoir tel... Bon. Et les gens sont hésitants. Mars. En juillet 1946, le ministère de la Défense supplie Monet d'accorder une place dans une des commissions à un de ses représentants. Oui, mais ça se joue quoi, en 4-5 mois. Il a réussi à faire ça. Alors ça, effectivement, c'est vrai, il y a des commissions. Mais l'important, ce sont les comités. Car ce sont les comités qui ont réellement la capacité de décision. Bien sûr, la commission, voilà, elle établit des grands objectifs. Puis après, comment on fait? Là, ce sont des industriels et des hauts fonctionnaires. Et là, ils se réunissent, toujours avec, il y a un président et un secrétaire de la commission. Alors le président peut être soit directement le commissaire général, c'est-à-dire Monet, soit son numéro 2, Hirsch, qui remplacera Monet par la suite. Bon. Et le secrétaire est très souvent un haut fonctionnaire ou quelqu'un du CGP. Mais parfois, c'est Monet qui fait les deux rôles. Il y a un certain nombre de cas où c'est Monet qui a joué les deux fonctions, en particulier sur la reconstruction des lières donc dans les années 46-48. Il y a plusieurs commissions, grosse bataille, la fameuse bataille du charbon. Bon. Et donc il y avait le problème, les tasseaux de bois nécessaires pour reconstruire les mines. Donc là, si vous voulez, si Monet envoie donc ces lettres aux gens qui sont les commissaires des zones d'occupation, parce qu'ils jouent en fait le rôle du secrétaire. Là encore, si vous voulez, on est sur très peu de gens. Et donc là, ce sont ces commissions qui ont joué un rôle extrêmement important. Extrêmement important. Il n'y a qu'un comité qui a été mixte, qui joue en même temps, qui était à la fois un comité et une commission, c'était le comité aux finances. Et dans le comité aux finances, vous aviez donc des politiques, et vous aviez les responsables du ministère des Finances. Et là, les responsables du ministère des Finances ont été mis en fait aux ordres du CGP. Ou en tout cas aux ordres du comité. Mais ça a été c'est le seul comité qui a joué ce rôle-là. Tous les autres avaient plutôt un rôle de donner des grands objectifs, puis après on passait à la commission. Et c'est la commission qui, elle, se chargeait d'organiser réellement le travail. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Dernier point, ce que tu dis sur Massé est entièrement vrai, mais ce n'est pas le cas de Hirsch et ce n'est pas le cas de Monet. Mm-hmm. Ce ne sont pas des gens qui ont une connaissance approfondie de l'économie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que, en réalité, il se fait que Massé était un grand économiste. Mais il n'avait pas besoin de l'être. Si vous voulez, c'était un supplément qui était bienvenu. Bon, puisqu'il a pu écrire effectivement le plan ou l'anti-hasard, qui est un remarquable livre. Mais n'aurait-il pas eu ces qualités? De toutes les manières, sa fonction faisait qu'il aurait eu un rôle extrêmement important. Et c'est vraiment important de voir comment il y a cette construction très rapide de l'influence du CGP. Et alors, le point essentiel, c'est le rattachement au pouvoir politique. C'est le fait que le CGP dépend directement du président du Conseil, donc du Premier ministre. Après, formellement, sous la Ve République, ça sera un petit peu différent, mais le Premier ministre et le général de Gaulle, en tant que président de la République, demandaient à être tenus au courant, sur une base hebdomadaire, des travaux du CGP. Donc, en réalité, le cordon ombilical n'était pas coupé. C'est important, ce lien, et en même temps, ce qui est important, c'est que ce lien ne soit pas un lien qui soit exercé par des politiques. Dans le cas de l'Inde, le président du comité de planification était statutairement le Premier ministre.
Et on voit là les problèmes que ça pose. Alors, Nehru a l'intelligence de dire, bon, ok, je suis le président, mais c'est pas moi qui vais faire le boulot, ça sera le travail du secrétaire général du comité au plan. Mais les successeurs de Nehru et la fille, Indira Gandhi, ont joué un rôle beaucoup plus directif. Et ça n'a pas été bon. Ça n'a clairement pas été bon. Inversement, au Japon, le comité de planification est dirigé par un bureaucrate, un haut fonctionnaire, mais qui a des relations informelles avec le Premier ministre et le responsable du MITI. Alors ces réunions informelles, c'est un point très important dans le fonctionnement du système japonais. C'est comme ça que sont prises 90% des décisions. Je vais te dire quelque chose qui n'est pas du tout politiquement correct. Comment ça se passe? Vous avez un certain nombre de responsables, pour le gars du plan, puis le Premier ministre ou le premier adjoint du Premier ministre, le gars du MITI, le gars du ministère des Finances, qui se retrouvent dans une maison de geisha et qui parlent là des choses importantes. Une chose extrêmement importante, il n'y a jamais de compte-rendu écrit. Tout se fait par oral. Alors qu'au moins, dans le système français, il y a quelques comptes rendus écrits qui permettent à quelqu'un qui fait un petit peu d'histoire comme moi de les retrouver dans les archives. Et voilà, c'est là où cette décision a été prise, etc. Au Japon, on est incapable de le faire. Et ça, c'est un grand spécialiste de l'économie japonaise, un nippo-américain, Daniel Okimoto, qui me l'avait dit. Quand je l'avais rencontré en 85, on avait discuté de ça, et il m'avait dit, faites très attention, si vous voulez comprendre quelque chose au système japonais, les relations importantes en économie sont toujours dans l'informel. C'est très rarement formel, c'est même exceptionnel que ce soit formalisé. Et le problème, c'est que, où vous connaissez les gens et vous savez que telle décision a été prise à tel moment, ou vous ne connaissez pas et vous ne pouvez pas le savoir. Bon. Et ça, on voit bien comment ça fonctionne. Donc on a 3 modèles. Un modèle français, administratif, mais où le dirigeant de l'organisme de planification n'est pas un dirigeant politique lui-même, n'a pas un statut politique particulier. Il a un statut parce qu'il a des bonnes relations avec le Premier ministre ou avec le gouvernement, mais c'est un cas différent. Une relation formelle, cas de l'Inde, où là, le plan est directement dirigé par le Premier ministre, et après ça dépend, est-ce que le Premier ministre est très directif ou pas? Parce qu'il n'a pas le temps en réalité de s'occuper de ça. Et on a un modèle japonais où il y a des relations très fortes, mais complètement informelles. Donc voilà, c'est... J'aime le rôle du Parlement en France par rapport au plan. Il vote. Il vote le plan. Il vote le plan, mais il ne le vote qu'à partir de la Ve République. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Le plan, sous la IVe République, a été protégé de la vie politique française. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il était fait dans son coin. Il y avait toute une série de consultations, par les commissions en particulier, par les comités aussi. Mais il n'y avait pas de vote. Et c'est sous la Ve République où, et je crois que c'est De Gaulle lui-même, qui a souhaité d'une certaine manière, et il pensait à travers ça, sécuriser le processus du plan. Et voilà, il y aura un vote au Parlement, et ça donnera une légitimité au plan qu'il n'avait pas auparavant. Alors, tant qu'on était dans le système de la Ve République, avec des majorités très claires, ça pouvait marcher. Dans le système actuel, ça serait un petit peu plus délicat. Messieurs, vous aviez demandé. Est-ce qu'on peut considérer que ce retour de la planification est l'un des aspects de la démondialisation, de la prise de conscience que
le marché ne peut pas tout. Oui, oui, c'est évident. Si on fait le lien entre souveraineté et planification, on voit bien, à partir du moment où on est dans un monde qui se démondialise au sens où la souveraineté des États redevient importante, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relations économiques entre les États, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de commerce international, évidemment, mais où on voit très bien qu'on passera beaucoup plus par une coordination d'États souverains que par des organisations supranationales. Bien oui, là, naturellement, la souveraineté, la planification deviendra absolument nécessaire. Guillaume. Question d'un intervenant extérieur. Vous n'avez pas mentionné la Corée du Sud et ses Chaebol, je le prononce probablement mal, je suppose qu'il s'agissait aussi d'une planification probablement proche du modèle japonais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la Corée. Alors, si vous voulez, je pourrais faire la liste de tous les pays. Vous avez la Thaïlande, vous avez la Malaisie. Oui, non, dans tous ces pays, en fait, les gouvernements se sont dit, la vache, les Japonais, qu'est-ce que ça marche bien? On va les imiter. Plus pour les Coréens, les Japonais, ça marche bien. Il faut le faire pour se protéger des Japonais. Quand vous allez... En plus, moi, j'ai eu deux de mes thésards qui sont devenus des très hauts responsables du ministère du Développement économique coréen. Bon. Les discussions que j'ai eues avec eux, les discussions quand j'ai été à Séoul, que j'ai pu avoir avec un certain nombre de responsables, on ne mesure pas la haine des Coréens pour les Japonais. C'est impressionnant. Ah oui, bon, elle est d'ailleurs assez justifiée historiquement. Mais si vous voulez, c'est impressionnant. Donc voilà, il y a ça. Même à Singapour, j'ai vu qu'il y avait eu pendant tout un temps un comité de planification. Donc si vous voulez, c'est vraiment très systématique dans le modèle asiatique. Madame. Bonsoir. Je m'apprête à écrire un mémoire sur la planification industrielle et j'ai déjà suivi vos travaux d'assez près. Donc je viens ici en connaissance de cause, on va dire. Et j'avais deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que dans vos travaux, vous avez trouvé des preuves de banques centrales qui auraient été à l'initiative du plan? Je pense notamment à la Corée du Sud, il me semble que leur banque centrale avait été assez axée plan et avait réussi à trouver un équilibre entre les industriels et les politiques. Et la deuxième question que j'aurais, ce serait comment est-ce que vous interprétez la fusion entre le ministère des Finances et le ministère de l'Industrie français? Alors, par rapport à la thématique. Alors, sur catégorie, je n'ai pas analysé en tant que tel le cas de la Corée. Bon, j'ai quelques connaissances. Je ne sais pas. Là, je vous dis honnêtement, je ne sais pas. Il faut regarder dans les sources historiques, en espérant qu'elles sont traduites. C'est aussi la raison pour laquelle, si vous voulez, j'ai travaillé sur l'Inde, parce que dans le cas de l'Inde, pratiquement tout est en anglais. D'anglais, tout est d'anglais en anglais. Et au Japon, énormément de choses avaient été traduites. Voilà. Bon, donc ça. Après, sur le cas de la France, la séparation du ministère des Finances du ministère de l'Industrie n'est pas une bonne séparation. La séparation n'a pas été faite au bon endroit. Il aurait fallu qu'il y ait un ministère de l'économie englobant l'industrie, comme l'artisanat, et un ministère du budget, en fait. C'est là où il aurait fallu le faire. Mais là encore, c'est l'inspection des finances qui a décidé. Elle s'est gardée finance et économie, sachant très bien que le ministère de l'Industrie, n'ayant pas d'accès en tant que tel aux décisions, deviendrait subordonné. Guillaume, une question. Encore une question extérieure. Si de nos jours une planification devait être mise en œuvre, disposerait-on des personnels dans la fonction publique
hôtes et subalternes suffisamment formés pour cette mise en œuvre? Je pense que oui. Et là encore, si vous voulez, regardez comment ça se met en place en 1946. C'est très léger comme dispositif. Je rappelle, au départ, il y a 70 fonctionnaires, 20 plein temps et 50 délégués, détachés. Donc, il ne faut pas grand monde pour le faire. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème général, je dirais, de manque de culture. C'est une partie des jeunes hauts fonctionnaires. Oui, bien sûr. Mais ça se rencontre aussi en politique, etc. Bon, attendez. Quand vous avez le président de la République française qui dit je vais dire à mon homologue chinois qu'il est de l'intérêt de la Chine de faire pression sur la Russie. Vous avez vu cette citation. Bon. La définition des intérêts de la Chine ne peut pas être faite par un Français. Il aurait pu dire, dans ma discussion avec le président Xi, je vais insister sur l'importance des responsabilités internationales qu'a la Chine en raison de sa place nouvelle dans les relations internationales et la possibilité qu'elle influe positivement dans la voie d'une possible négociation sur le conflit ukrainien. Ça, c'était acceptable. Mais avec cette décision qui a immédiatement été traduite et présentée à Xi Jinping, Macron se fusille d'emblée. Il ne peut pas dire à un Chinois j'ai une meilleure idée de ce que sont vos intérêts que vous n'avez vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas en réalité l'avoir, mais ça ne se présente pas comme ça. On ne le présente pas comme ça. Bon, il le fait. Et vous le voyez de toute une série de discours. Par exemple, le fameux discours de Bruno Le Maire là, qu'il a fait sur RTL, c'est la guerre économique avec la Russie. Je crois que c'était le 1er mars. Nous allons faire effondrer l'économie de la Russie. Bon. Coco, même si tu le penses, tu ne le dis pas. Et quelqu'un avec qui j'ai pourtant de gros désaccords et qui sont publics, Bruno Tertré, il a immédiatement réagi sur Twitter. Il a fait un tweet pour dire Monsieur le ministre, vous n'avez pas à dire ça. Mais c'était évident. Enfin. Si vous voulez, là, il y a un manque de culture et un manque de compréhension à des gens qui sont pourtant des dirigeants à très haut niveau, qui, oui, effectivement, m'inquiètent un peu. Monsieur, j'avais une question. Beaucoup d'européistes nous montrent l'exemple d'Airbus dans la planification inter-État à l'échelle de l'Union européenne. Donc quel est le rôle? Est-ce que l'Union européenne a vraiment un rôle dans cette planification inter-État Attendez, Airbus, c'est pas l'UE. Airbus, c'est en réalité une coopération franco-allemande fondée en réalité sur des accords de coopération antérieurs, Transal, la construction, et là il y avait le Transal, la construction sous licence par les Allemands du Nord Atlas, du Fuga Magister, bon, etc. Donc, bon. Coopération franco-allemande qui a été ouverte aux Italiens, à l'État italien. Donc c'est pour ça que c'est devenu après, de franco-allemand, c'est devenu franco-allemand-italien, et dans laquelle les Britanniques, mais les entreprises privées britanniques, ont demandé à entrer parce que le gouvernement britannique était lui plutôt opposé. Et donc ça s'est fait comme ça. Ça n'a donc rien à voir avec que ce soit la structure de la CE ou la structure de l'Union européenne. Et le point intéressant d'ailleurs, c'est de voir que là, on a typiquement le cas d'une
coopération entre quelques États, de trop, où on arrive à définir un objectif commun et on arrive à mettre les choses en place. En réalité, si vous regardez la situation dans les années 70, qu'est-ce qui comptait parmi les pays européens d'un point de vue d'industrie aéronautique? La Grande-Bretagne. Alors, quand la Grande-Bretagne avait la première industrie aéronautique. En Europe, oui. En Europe, oui. Ça, je peux vous dire, au début des années 70, c'était encore la Grande-Bretagne qui était numéro 1, suivie immédiatement par la France, puis l'Allemagne, puis l'Italie. Donc, il était assez logique que ces pays... Alors, les Anglais n'ont pas voulu, mais leurs industriels ont d'emblée dit, oui, notre gouvernement ne veut pas, mais nous, on veut bien rentrer là-dedans. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Madame. Juste pour préciser la question que je posais parce que je pense que je n'ai pas été suffisamment claire par rapport au ministère de l'Industrie. Est-ce que vous pensez que d'avoir un seul ministère regroupant les finances et l'industrie puisse être néfaste pour la planification? Si vous voulez, tout dépend de qui a le pouvoir au sein du ministère des Finances. C'est intéressant. Si vous arrivez à remettre l'administration des finances sous votre contrôle, non. Alors maintenant, pour le faire, je vous souhaite bien du courage. Je voulais vous poser une dernière question par rapport au programme Les Jours Heureux du CNR. Vous pensez que ça se situe comment par rapport à la planification, la matière planificatrice? Alors, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est quelque chose qui a fait partie d'un contexte général. Mais quand vous regardez, d'un point de vue, si vous voulez, historique, d'archives, etc., il y a quasiment aucune influence du CNR sur la planification française directement. Bien sûr qu'en termes de contexte, en termes d'influence générale, d'esprit du temps, oui, ça a été très important. Mais après, vous voyez bien, il y a en fait 3 sources matérielles à la planification. L'administration de Vichy, sous le contrôle évidemment du gouvernement provisoire, qui reprend les rênes, et qui reprend d'ailleurs toute une série de travaux, parce que ils avaient fait des plans pour le développement de l'énergie électro-hydraulique en France. Et ces plans ont été repris en tant que tels dans le grand plan d'électrification qui a été conçu par le CGP. Et c'est les grands barrages, le barrage de Serponçon, bon, etc. Ensuite, évidemment, ce qui vient de la France libre. Mais quand on dit de la France libre, c'est essentiellement le petit groupe de gens qui travaillaient avec Pierre Mendès France. Bon. Parce que les autres, alors, quand ils ont vu que la planification, ça allait prendre de l'importance, oui, ils sont un petit peu réveillés là-dessus, mais le seul qui avait une continuité de pensée, c'était Mendès France et Georges Bory, ça, c'était les seuls. Bon. Et peut-être Monet, mais qui lui, à travers ses relations avec les États-Unis, avec les Américains. Bon. Bon. Et effectivement, les Américains, et là on comprend aussi pourquoi, parce que n'importe quel pays d'Europe, en 1945, il ne peut pas discuter de l'économie sans discuter d'abord et avant tout avec les États-Unis. Si vous voulez, compte tenu de l'état de l'économie française en 1945, c'était impensable. Heureusement que les États-Unis avaient à l'époque des responsables qui étaient, je dirais, plutôt bienveillants par rapport à l'Europe et plutôt ouverts. Bon. Et ils ont ainsi accepté à ce que Nathan et son équipe du War Mobilization Board viennent travailler comme conseillers pour Meudé en 1946. Alors quand je dis ils travaillent pour conseiller, c'est vraiment comme conseillers. Ils n'ont aucun plan décisionnel. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que quand quand ils discutent avec Monet et que Monet dit voilà, on va faire ça en France, ils disent ok, nous on peut te mettre en contact avec telle et telle personne qui aux États-Unis s'occupe de ça, et ça va te permettre
de faire pression sur le gouvernement américain. Donc ça a été effectivement extrêmement important. Il faut toujours se rappeler, l'Europe, et la France évidemment, c'est une économie qui a subi des pertes tout à fait phénoménales dans la guerre, un niveau de dépendance au dollar, vous savez ce qu'on appelle le dollar gap, qui est quelque chose d'essentiel, à tel point d'ailleurs que ça obligera les États-Unis à pousser les Européens à faire l'Union européenne des paiements pour ne pas avoir à trop dépenser de dollars, et une capacité industrielle qui est absolument nécessaire. La France ne redevient autonome pour ses productions de base qu'en 48-49, pas avant. Donc oui, il y avait un biais américain, et heureusement que les contacts de monnaie étaient dans la sphère des planificateurs américains. Et donc c'est plutôt avec ces gens-là qu'il a parlé. Par exemple, s'il avait bien connu Morgenthau et s'il avait parlé essentiellement avec Morgenthau, le secrétaire d'État au Trésor, ça aurait pu être une catastrophe. Mais là, il se fait que ce n'était pas avec les financiers qu'il avait le contact, mais c'était plutôt avec les gens de l'administration de planification. Monsieur. Et en Afrique, est-ce que les pays africains ils ont des planificateurs, des commissaires au plan, des commissariats au plan? Ils ont tenté d'en avoir. Bon. Après, c'est le problème des structures administratives africaines. Je ne parle même pas du politique. On a très souvent des structures administratives qui sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Or, il faut savoir que dans la planification française, avant même la création de la DATAR, vous aviez une vision de l'organisation des territoires, globalement. Et en fait, cela aurait pu servir à constituer l'embryon d'un système de planification économique pour les ex-colonies françaises. Bon. Sauf que ça n'a pas été le cas, et la décision a été prise de rapatrier tous les travaux de la DATAR essentiellement sur la France, point numéro 1, et que par ailleurs, un certain nombre de pays africains n'étaient pas prêts à accepter cette logique. Par exemple, dans le cas de l'Algérie, après l'indépendance de l'Algérie, ils n'ont plus voulu savoir quoi que ce soit par rapport au projet qu'avait fait la commission saharienne du CGP. Pour revenir en 64-65 vers le gouvernement français et lui demander à ce que le gouvernement français leur ouvre l'accès à ces travaux. Ce qui a été fait d'ailleurs, si vous voulez. Et ça, c'est les problèmes de la politique et de la décolonisation. Je ne vais pas non plus leur jeter la pierre, parce que vu les conditions dans lesquelles s'est faite la décolonisation de l'Algérie, on comprend qu'il y avait un certain antagonisme entre les deux pays. Donc c'était probablement inévitable. D'autres questions? Allez-y. J'aimerais juste vous solliciter très rapidement pour une précision historique. Vous avez dit que, par exemple, pour reprendre l'exemple de monnaie, le CGP était directement sous la figure du président du Conseil, et ça veut dire qu'il dépendait d'aucun ministère. Aucun ministère. Il dépendait uniquement du président du Conseil. D'accord. Et dépendant uniquement du président du Conseil, il avait donc autorité sur les ministères. C'est ça qui est essentiel. Et ça, c'est absolument essentiel. Au moment départ, parce qu'après, sous la Ve République, où là, le CGP va être mis, non pas sous la tutelle, mais disons, va être rattaché à un ministère, mais compte tenu des habitudes qui avaient été prises auparavant, eh bien, c'était le Premier ministre, que ce soit Michel Debré ou Georges Pompidou, qui suivait l'affaire, et derrière, il y avait immédiatement le général de Gaulle.
Par exemple, on le voit sur l'organisation territoriale. Hein, comment le plan d'aménagement de Paris La Défense a été conçu. Vous savez, il survole en 62 ou 63 en hélicoptère. Ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Georges, mettez-moi un petit peu d'ordre là-dedans. C'est comme ça que ça commence. Parce que, évidemment, De Gaulle est frappé par l'impression de chaos, un chaos réel, il faut le dire, qu'il y avait sur le logement, enfin, sur les constructions à Paris, globalement. Philippe. Oui, une observation. Question, parce que À l'époque, il y avait des services publics, un secteur public important, ce qui n'existe plus maintenant. Alors, l'impact, la différence que ça pourrait avoir, en l'absence de ces services publics forts et puissants et d'un secteur public. Vous voyez. Alors, sur les services publics, il ne faut quand même pas exagérer. Les services publics continuent de fonctionner en France. Même s'il y a des zones où ils ont de plus en plus de mal à fonctionner, c'est vrai. Même s'il y a certains aspects de leur fonction où ils se dégradent, c'est vrai aussi. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de services publics. Ça, si vous voulez... Beaucoup moins, quand même. Beaucoup moins. Vous voyez, par exemple, dans l'hôpital, bien sûr qu'il y a toute une série de problèmes à l'hôpital, mais malgré tout, le service public de la santé fonctionne en France et fonctionne plutôt mieux que dans les autres pays européens, et certainement beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Donc, ça si vous voulez, c'est un premier. Après, sur le secteur public, en fait, le secteur public dans l'industrie est très faible en France en 1946. Qu'est-ce qui a été nationalisé? Bon, Renault, punitif. On sait très bien, il n'y a aucune autre justification à la nationalisation de Renault. Elle est purement punitive. Bon, Havas. Non, Air France, c'était déjà le cas. Air France, déjà, c'était... Comme il y avait eu des faillites de compagnies aériennes au début des années 30, on avait constitué Air France... non, même avant. Hein. C'était avec l'Aéropostale, Air Orient, etc. Et c'est pour ça, parce que comme les compagnies faisaient faillite en règle générale parce qu'elles n'avaient pas la stabilité de financement nécessaire, et qu'il fallait un financement de l'État... Mais dans l'industrie très pauvre. Par contre, et ça c'est très important, le système financier est lui avec une présence publique bien plus forte. Nationalisation des banques de dépôt, et ça donne un poids extrêmement important à l'État, et surtout, c'est pas une nationalisation, mais c'est ce qu'on appelle le circuit du trésor, et qui repose en réalité sur la capacité de la Banque de France de réescompter des titres publics ou semi-publics. Vous enlevez ça à la Banque de France et vous faites tomber le système, en fait. Donc, les deux, la nationalisation des banques de dépôt et le circuit du trésor, ça a joué, alors là, pour le coup, un rôle important parce que ça donne à l'État une capacité de contrainte sur les agents économiques. Oh, on ne va pas t'obliger, on ne va pas t'envoyer la police à 6h du matin pour te dire ce que tu as à faire. Enfin, si tu ne fais pas ce qu'on veut, tu n'auras pas de prêt bonifié, tu n'auras pas tel crédit, etc. Et ça se joue comme ça. C'est plutôt un commentaire sur la question de mon voisin. Ce que j'ai vu comme exemple de planification au Niger, c'est celle organisée par la Haute Autorité de Consolidation de la Paix. Ça me fait penser un petit peu vos propos. Donc un comité restreint avec une très forte personnalité à la tête, en général. Et si, contrairement aux autres pays du Sahel, il n'y a pas d'ancrage terroriste sur des territoires au Niger, ils sont toujours aux frontières, ni à la frontière nord, les terroristes type Al-Qaïda, ni à la frontière sud de Boko Haram. Tous ces mouvements ont des emprises territoriales sur chacun des pays du Sahel, mais pas au Niger, parce que justement cette autorité de consolidation de la paix planifie des constructions économiques et sociales sur les zones frontalières, et dès que l'armée est déployée quelque part, elle suit derrière. Ça, c'est un très bel exemple, et ça fonctionne un petit peu comme vous décrivez ce plan au début, c'est très intéressant.
Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de pays africains qui auraient besoin de développer ce type de structure, ce type d'institution. Après, bon, ça dépend aussi quels sont les points où les administrations sont fortes ou faibles. Chers amis, on va terminer cette réunion en remerciant vivement Jacques. C'est beaucoup, merci.